À la recherche du Québec par Alexis Tétrault avec Pierre Berthelot. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Il y a quelques mois déjà, l'historien Pierre Berthelot faisait paraître son premier ouvrage, Duplessis est encore en vie. Un livre absolument passionnant qui fait, j'en suis sûr, rougir d'envie plusieurs auteurs et spécialistes du Québec. C'est que Pierre Berthelot n'étudie pas Duplessis à la manière d'un savant statuant sur ce qui est historiquement vrai ou historiquement faux. Autrement dit, il ne trace pas la ligne entre l'histoire du Québec et la mémoire des Québécois. Bien au contraire, il plonge dans les profondeurs de notre mémoire collective afin d'étudier ce qui fut et ce qui continue d'être Maurice Duplessis pour nous, les Québécois. C'est un immense plaisir de le recevoir au balado. Pierre Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors, première question que j'aimerais vous demander, vous poser, c'est-à-dire, comment et pourquoi un jeune intellectuel comme vous en est arrivé à s'intéresser à Maurice Duplessis? Autrement dit, quel est votre parcours, si vous pouviez nous le détailler en quelques points? Je dirais simplement, pour commencer, que je suis très content d'être ici au balado. C'est très gentil de m'avoir invité. C'est très gentil à vous d'avoir accepté. Merci. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a fait choisir Maurice Duplessis? J'ai l'impression que c'est plutôt Duplessis qui m'a choisi. Donc, c'est plutôt le sujet qui m'a trouvé. C'est toujours comme ça que je l'ai perçu. En fait, tout ça, tout mon parcours, en fait, moi, à la base, je suis issu du monde de l'art visuel. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes, de gens qui étaient aussi très impliqués dans leur milieu social, milieu culturel. Donc, les vernissages de musées sont parmi mes souvenirs d'enfance. Et donc, j'ai grandi dans une famille avec des racines très profondes dans l'histoire du Québec, en Gaspésie. Je viens de la Gaspésie. Et donc, des gens qui donnaient, je dirais, une portée autre que intime à ce qu'ils créaient. Donc, ce qui favorise l'imagination d'un enfant, hein, d'avoir des gens qui explorent leurs talents, tout ça, et mais aussi qui permettent d'approfondir son nationalisme, je dirais. Donc, un nationalisme incarné. Et donc, je me suis dirigé au fil des années vers un parcours plutôt en création, en art visuel, mais en littérature aussi. Et qui dit littérature dit raconter une histoire, mais on raconte toujours son histoire, l'histoire avec un grand H. Oui, bien sûr, puis on y reviendra parce que c'est une partie importante de votre livre. Oui, exactement. Des auteurs qui comptent leur histoire à travers des personnages. Voilà, donc on ne sort jamais tout à fait de sa propre subjectivité. Et donc, c'est par le truchement de la littérature, je dirais, que j'en suis venu à m'intéresser de façon plus sérieuse à l'histoire, parce que l'histoire, c'est sans doute une des rares ressources vraiment inépuisables dont dispose l'humanité. Donc, c'est naturel que les artistes aillent chercher de l'inspiration de temps à autre. Et donc, il faut remonter donc à 2012, il y a presque 10 ans déjà. J'étais donc inscrit à la maîtrise à l'Université de Montréal et j'étais critique musical pour Pieuvre, qui est un journal en ligne. Et donc, moi, je suis un grand amateur d'opéra, de musique classique. Et donc, j'étais à la recherche d'un sujet. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'attachement des Québécois pour les figures de martyrs ou de héros tragiques, un peu comme l'amant malheureux de Maria Chapdelaine, qui est écarté dans le bois et qui meurt dans sa tempête de neige, ou dans l'histoire... Dollard des Ormeaux, par exemple? Dollard des Ormeaux, exactement. Louis Riel, René Lévesque... Donc, Maurice Richard, à la limite. Hein? Donc, il y a beaucoup d'exemples chez les femmes aussi. Et donc, je cherchais à faire un projet qui engloberait ça. Un vaste sujet quand même. Mais donc, j'arrivais pas vraiment à me décider. Et puis, une de mes amies, donc, qui était à un concert auquel j'assistais, m'a lancé comme ça. Ben, t'as juste à faire ça sur Maurice Duplessis. Puis, sur le coup, j'étais un peu interloqué, puis je me disais...
qui considère en 2012 Maurice Duplessis comme un héros, sauf des gens qui sont peut-être dans un univers parallèle. Mais en fait, 5 secondes plus tard, j'ai réalisé, mais oui, c'est exactement le sujet qu'il me fallait. Et puis, je suis tombé là-dedans, corps et âme. Et puis, d'où la raison de l'écriture de votre mémoire de maîtrise qui s'est transformée en ce livre ici. Oui, exactement. Puis, entrons dans le vif du sujet. Vous avez parlé de la figure de Maurice Duplessis qui est devenu d'une certaine manière un damné, puis seuls les gens, comme vous dites, dans un univers parallèle s'en réclament. Quel est le parcours historique de cette espèce de mythologie-là? Comment une figure aussi aimée en son temps, aussi admirée en son temps, en est devenue est devenue une espèce de damné de l'histoire? Oui, voilà. Donc, c'est la question centrale. En fait, lorsqu'on se replonge dans les archives, dans les témoignages de l'époque, on voit en effet que Maurice Duplessis était quelqu'un d'extrêmement populaire, d'extrêmement charismatique. C'est quelqu'un qui arrive au pouvoir la même année où en France, le Front populaire prend le pouvoir, où en Belgique, il y a un gouvernement qui est une sorte de coalition entre le Parti catholique et, je crois, les libéraux et peut-être même les conservateurs. Mais donc, on a des gouvernements de coalition, très souvent avec une saveur religieuse et réformiste, hein, c'est une forme de projet de société qui prend forme. Et donc, Maurice Duplessis, lui aussi, appartient à cette espèce de classe d'hommes politiques qui se présente comme un réformateur du capitalisme, hein, puis qui veut redonner une sorte de dignité nationale qui avait été complètement meurtrie à cause de la Grande Dépression. Mais donc, au fil du temps, cette image de coalition va péricliter parce que Maurice Duplessis, qui prend le pouvoir avec notamment beaucoup de partisans de Lionel Groulx, des nationalistes donc des années 20 et 30 qui veulent, il y en a certains qui veulent un État français en Amérique, hein, qui veulent créer un pays, et donc qui veulent amener des réformes en profondeur que le régime libéral de Taschereau ne veut absolument pas envisager. Vous parlez des dissidents libéraux, l'Action libérale nationale. Exactement, qui était vraiment très proche de Lionel Groulx. Bien, Maurice Duplessis va les récupérer sous son aile et créer l'Union nationale, mais dès le lendemain de son élection, les principales vedettes de cette élection-là sont écartées, elles ne sont pas nommées ministres. Donc, petit à petit, l'Union nationale devient vraiment un parti dominé par un seul homme et on le voit dans les projets de loi ou les mesures qui sont adoptées. Maurice Duplessis s'immisce dans toutes les décisions petites et grandes et les têtes fortes, dans le fond, sont écartées. Ils vont même retourner dans l'opposition, créer le Parti national à partir de 1938, si ma mémoire est bonne. Donc, des gens qui vont s'opposer à Duplessis, même en 1939, même à l'élection de 1939 que Duplessis déclenche, qui va essayer de récupérer un peu maladroitement pour faire l'élection sur la question de la conscription. Mais en fait, c'était parce que le gouvernement du Québec était bloqué, il ne pouvait plus emprunter, donc c'était vraiment pour des questions financières. Mais bloqué par Ottawa, bien entendu. Et donc, après la défaite de 1939, il y a une série de jeux de coude qui se déroulent en coulisses et on tente d'écarter Duplessis, mais Duplessis va reprendre le dessus sur son parti et écarter les factieux de l'unioniste. Voilà. Et donc, en 1944, Duplessis revient, mais c'est un parti. Malgré le fait que dans les discours jusqu'à la fin de la vie de Duplessis, on va continuer à répéter qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'Union nationale. Les gens du CCF, les anciens libéraux, les nationalistes, les gens qui étaient au Bloc populaire, etc., etc. Et donc, même à la campagne de 1960, c'est des arguments qui sont répétés, mais auxquels vraiment, c'était le régime du croix ou meurt, un peu de la même façon qu'au temps de Taschereau. Et donc, pour revenir à votre question, ce qui marque, à mon avis, le point de départ de la légende noire de Duplessis, c'est l'élection de 1956.
L'élection de 1956, si vous allez fouiller dans les archives de Maurice Duplessis qui restent encore avec nous, il y a énormément d'archives qui ont été perdues, malheureusement. Hein, ça, c'est... Ou brûlées. Et ou brûlées, ou vendues, ou bon, c'est un peu dur de garder la trace, mais... vous voyez des piles quand même assez généreuses pour l'élection de 44, 48, 52. Si vous avez 4 feuilles restantes d'archives sur l'élection de 1956, c'est un événement. Appelez BANQ tout de suite ou le séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment l'élection la plus controversée qui va démarrer vraiment un mouvement de contestation encore plus puissant que celui qu'on a retrouvé après la grève d'asbestos en 1949, par exemple. Et donc, tout ça va culminer avec le scandale du gaz naturel, avec toutes sortes la grève de Murdochville aussi, et d'autres scandales qui vont ressortir comme ça, des lois qui ont été adoptées, comme le Bill 34 pour enlever l'énumérateur, les 2 énumérateurs, hein, c'était la tradition, il y en avait un libéral, un unioniste, et là, on faisait sauter l'énumérateur libéral, donc on sait qui on favorisait. Et donc, il y avait les effets de ces mesures-là accumulés, ce qui fait que, rendu à l'élection de 1960, dans les discours de Jean Lesage, on le voit, on parle du duplessisme comme si c'était une doctrine de pensée et comme si c'était systématique, l'organisation systématique donc de la corruption et du trafic d'influence. Il va falloir donc que l'Union nationale se retrouve en position de faiblesse à la veille de l'élection de 1960, que tous les gens qui s'opposent à Duplessis arrivent à mettre de côté leurs différends pour joindre une même bannière politique et ensuite que cette bannière politique commune-là, un peu comme c'est une sorte de programme commun, si on veut, le programme de la Révolution tranquille, réussissent à rejoindre assez de gens, assez d'électeurs pour permettre à cette bannière d'être portée au pouvoir. C'est ce qui va arriver contre toute attente en 1960. Donc, le point de départ de la légende noire, il est là entre l'élection de 1956 et l'élection de 1960. Et pourtant, je veux dire, l'Union nationale, parti de Maurice Duplessis, n'est pas conspuée, puisqu'en 1966, contre toute attente, d'une certaine manière, il revient au pouvoir. Alors, cette légende noire-là, peut-être l'avons-nous dans les livres, mais dans les années 60, n'était pas totalement cristallisée. Non, tout à fait. Et même, il y a des gens qui vont renier l'Union nationale de Daniel Johnson après 66 pour ne pas avoir, ne pas s'être réconcilié avec le duplessisme pur jus. Donc, ça, on pourra en parler un peu par la suite. Mais autre chose qui est intéressante, l'Union nationale donc ne disparaît pas en 1960. Elle est dans l'opposition, mais elle est très forte. Elle rejoint énormément de gens. Et l'Union nationale, en 1946, donc, gagne avec 41% du vote, contrairement aux libéraux qui, bon, par la mathématique électorale, ont plus de voix, mais moins de sièges. Mais 41% des voix, c'est le même pourcentage que le Parti québécois en 1976. Donc, si c'était bon pour le Parti québécois, ça devait être bon pour l'Union nationale. Alors, rentrons un peu plus dans votre livre. Allons-y avec, comment dire, le cœur de ce livre, qui est l'étude de 3 auteurs différents qui ont, chacun à leur manière, travaillé Duplessis, c'est-à-dire ont incarné Duplessis dans leurs œuvres de manière différente. Vous traitez du Maurice Duplessis de Robert Rumilly, de Conrad Black et de Denis Arcand. Allons-y dans l'ordre. Qui est Robert Rumilly et quel genre de Duplessis nous offre-t-il? Ah, Robert Rumilly, personnage absolument fascinant. Je crois que Robert Rumilly, c'est un des rares historiens qui a pu réaliser le rêve un peu de tout historien, qui n'est pas de seulement commenter l'histoire, mais de la faire. Et donc, Robert Rumilly est né en 1897 en Martinique. Donc, il est d'origine française. Son père était officier militaire dans l'état-major à Fort-de-France, en Martinique. Sa mère était la fille d'un comte, donc le milieu... Une bonne famille. Oui, une bonne famille, très attachée à ses traditions catholiques, milieu donc assez bourgeois. Et Robert Rumilly, donc, va grandir dans le milieu colonial.
Durant son enfance, il va aussi déménager avec le reste de sa famille en Indochine française, donc en Asie. On est complètement dans un autre monde. Et donc, il va vivre cette vie particulière dans les colonies françaises de l'époque, avec le trafic d'opium qui se déroule aussi en Indochine française. C'est un monde extrêmement dangereux et violent, mais duquel Rumilly est un peu protégé, si on veut, par le giron familial. Mais c'est un monde assez violent et avec des côtés cruels que Rumilly va bien voir, parce que son père va mourir empoisonné de façon très mystérieuse. On ne retrouvera jamais les coupables. On va longtemps soupçonner les domestiques de la famille de la mort. Et on se rappellera qu'à la même époque, il y avait des nationalistes, donc vietnamiens, qui s'opposaient à la colonisation française et qui vont même empoisonner une garnison de soldats au complet à Hanoï, donc en Indochine. Et donc Rumilly va être très marqué par cette vie dans les colonies, par cette mort aussi de son père. Il va être un jeune adolescent, je crois, quand son père va mourir. Donc, après la mort de son père, sa mère se remarie. Il revient avec sa famille vivre en France. Donc, il va dans les grands lycées de Paris, le lycée Buffon, Louis le Grand. Et donc, il est préparé vraiment à une carrière de grande envergure. C'est un milieu d'élite, vraiment. Et Rumilly, c'est quelqu'un qui est attiré par la vie des idées dès le départ. Et est un excellent élève, brillant, studieux, assidu, etc. Il devient vraiment le bon garçon, le bon futur citoyen que tout le monde attend de lui. C'est vraiment ça. Et, mais donc, autant Rumilly grandit dans un environnement où les traditions militaires sont très importantes, sont très respectées. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, qui est à la fin de son adolescence, lui étudie le droit à la Sorbonne à Paris, mais donc il n'est pas pressé de s'enrôler forcément. Je crois qu'il était pas indifférent du tout au défilé militaire, mais disons que lui, c'était vraiment la vie politique, la vie des idées qui l'attirait. Et donc, Rumilly, à la suite de la conscription, va s'enrôler. Il va vraiment se démarquer sur les champs de bataille. C'est un peu surprenant parce que Rumilly, il faisait ma taille, il faisait 5 pieds 10, 5 pieds 11 environ. Donc, c'était le profil du nerd, excusez-moi l'anglicisme, mais le grand sec à lunettes. Donc, voilà, ouais. Pas du tout le Chuck Norris ou qu'on peut s'imaginer. Mais c'est qu'il y avait un leadership, il me semble. Oui. Voilà. Oui, voilà. Et donc, quand même avec un assez bon bagage scolaire et qui se démarque par sa bravoure, par son courage et par donc son sens de la hiérarchie. Et il va recevoir des décorations. Il va même être blessé au front à la toute fin de la Première Guerre. Donc, il va garder des séquelles le reste de sa vie. Mais, donc, il revient de la guerre et il perd toutes ses illusions, comme énormément de vétérans. Mais il va rester attaché très fortement aux figures d'autorité très fortes. Et donc, toute sa vie, il va être un homme du maréchal Pétain, donc de Philippe Pétain, qui n'était pas maréchal durant la Première Guerre, n'est-ce pas? Mais ces figures de chefs autoritaires, mais qui incarnent la dignité suprême, qui ont le manteau de la dignité suprême de la nation sur leurs épaules. Rumilly, donc, va être attaché à ces figures-là. Et c'est ce qui va le mener, de fil en aiguille, à militer pour l'Action française. De France, pour être certain que les auditeurs ne la confondent pas avec l'Action française du chanoine Groulx. On parle de l'Action française de France avec Charles Maurras. Voilà, exactement. Donc, merci de faire la distinction. Donc, avec justement Charles Maurras, écrivain provençal et donc très, très influent. Et monarchiste, et donc qui milite pour un retour en force de la monarchie en France. Donc, tout le régime démocratique, les partis, le parlementarisme, tout ça, c'est dépassé, c'est un régime décadent, ça mène vraiment à la déliquescence de la France. Il faut revenir
à la bonne France d'avant 1790. Donc, ou même de Louis XIV, si on veut, en fait, si on veut aller jusqu'au bout. Et donc, Robert Rumilly va militer pour ce mouvement-là. Il va même être dans les camelots du roi. Et donc, mouvement qui se bat physiquement avec des étudiants, des socialistes, des syndicats dans les rues de Paris. Et donc, qui va mener même à une série d'assassinats qui visent l'action française dans les années 20. Il y a une élection législative aussi, je crois, en 1924, où l'action française présentait tout plein de candidats. C'est un échec. Il n'arrive pas à prendre le pouvoir. Et donc, Robert Rumilly voit son mouvement être même condamné par le pape, donc avec les assassinats. Sa carrière, disons, de militant monarchiste en France est plutôt menacée. C'est ce qui va le mener à chercher à vivre son avenir ailleurs. Et c'est ainsi qu'un de ses amis va lui dire « Mais va donc au Québec, mon vieux, tu vas être à ta place. » Et donc, Rumilly se met à lire un peu sur le Québec, qu'il ne connaissait pas du tout. Pour lui, c'est un pays de cartes postales avec des gens qui vivaient à la limite dans des igloos avec des manteaux de fourrure, et puis bon, qui chassaient des Autochtones. C'était le cliché de l'époque. Et donc, Rumilly va projeter tous ses désirs de cette vieille France authentique sur le Québec. Et donc, il va déménager donc à la fin des années 20 à Montréal. Et ensuite, il va vivre à Ottawa. Mais donc, il va tomber en amour avec la culture et l'histoire du Québec. Et c'est ce qui va le mener à devenir historien et aussi à s'intéresser à la politique. Donc, dans les années 40, Rumilly est un traducteur. Il travaille pour le gouvernement fédéral, comme à peu près tous les Québécois qui sont à Ottawa à ce moment-là sont traducteurs. Et par le biais d'un ami commun, un compatriote gaspésien, Sasse-Villeroy, qui est un personnage de roman absolument fabuleux. Je rêverais d'écrire sa biographie à cet homme-là, qui avait peut-être une 4e année, mais qui écrivait dans un français impeccable. C'est autodidacte. Ouais. Mais donc, cet homme-là, qui était très proche de l'Union nationale, discute avec Robert Rumilly, qui était de passage à Québec, donc, et Rumilly, donc, lui, on était donc à la fin de la guerre, donc 44-45, et Rumilly, lui, explique ce qu'il perçoit comme problème à venir pour l'autonomie du Québec, la défense des droits du Québec dans les années à venir. Sasse-Villeroy fait « Mais c'est absolument fabuleux. Je vais en parler à un de mes bons amis, Maurice, qui était Maurice Duplessis. » Et donc, le lendemain, Robert Rumilly reçoit un appel à son hôtel. Qui est-ce? Maurice Duplessis. Et qui l'invite à venir le rencontrer à son bureau de Québec. Et donc, à partir de ce moment-là, Robert Rumilly entame une très longue collaboration avec Duplessis. Il va le conseiller sur à peu près tous les dossiers imaginables, y compris même, je crois, le dossier du fer de L'Ongava, le minerai de fer. Donc, Rumilly va donc avoir étudié l'histoire. Il va publier sa longue série « L'histoire de la province de Québec » que tous les collèges avaient. Et donc, les gens apprenaient l'histoire du Québec, les étudiants apprenaient l'histoire du Québec par là. Et donc, Rumilly va collaborer avec Duplessis jusqu'à sa mort. Collaborer, c'est important parce qu'il y a cette pensée, il y a l'idée selon laquelle Rumilly était au service de Maurice Duplessis. Ce qui est une idée assez dont il faut, disons, relativiser le fondement. Ben, disons que l'Union nationale se servait bien des talents de Robert Rumilly. Mais Robert Rumilly, c'était un rentier. C'était quelqu'un qui écrivait et qui en avait les moyens, je dirais. Donc, c'était vraiment par engagement intellectuel pour la cause du Québec de son époque. Et donc, Rumilly va voir ses livres être distribués par les organisations de l'Union nationale en temps d'élection. Le livre « 15 années de réalisation », très célèbre, donc qui était vraiment un éloge dithyrambique des réalisations de l'Union nationale pour l'élection de 1956, des conférences radio. Bon, donc on se sert très bien du talent de M. Rumilly à l'Union nationale. Mais Rumilly, ce n'est pas quelqu'un qui est près des organisateurs, qui est près de la machine politique. C'est vraiment quelqu'un qui est en parallèle de ça. Et donc, ce qui fait que lorsque Duplessis meurt en 59 et que donc l'Union nationale veut
rendre hommage à Duplessis. Toutes les archives qui sont conservées, en fait, vont être protégées du grand public parce que dans les années 60, donc, c'était l'opprobre généralisé sur Duplessis. Et donc, on ne voulait pas que des historiens, des spécialistes en sciences sociales, mal intentionnés et largement sympathiques aux réformes de la Révolution tranquille, utilisent ça à mauvais escient. Donc, ce qui fait que Robert Rumilly va être la personne toute désignée pour écrire la biographie sur Maurice Duplessis en 1973. Et que trouve-t-on dans cette biographie? Parce que c'est pas anodin, vous nous avez brossé le portrait et la carrière de Robert Rumilly, mais tous ces aspects-là se retrouvent, comme on l'a dit en début d'épisode, absolument tous ces aspects-là se retrouvent dans sa biographie. C'est-à-dire le Duplessis, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais le Duplessis de Rumilly, c'est le Duplessis de l'Action française de France qui aurait imaginé, qui aurait tant voulu être ou rencontrer ou incarner. Il l'incarne dans Maurice Duplessis. Oui, absolument. Vous avez parfaitement résumé. C'est le plus proche substitut d'un roi dans le contexte provincial du Québec. Donc, je crois que si il y avait pu avoir une monarchie canadienne-française, certainement Duplessis et peut-être les Taschereau ou Laurier s'y seraient retrouvés. Et donc, Duplessis, c'est l'homme qui est coulé d'un métal qui ne saurait d'être d'une autre forme que celle d'un roi. C'est un peu ça. C'est l'homme qui dès la naissance, c'est comme Obélix avec la potion magique, il est tombé dans la politique quand il était petit. Et donc, même lorsque Maurice Duplessis naît, on est en pleine campagne électorale au Québec au printemps 1890. Et le père de Maurice Duplessis, Néré Duplessis, qui est député de Saint-Maurice, donc en Mauricie, va prénommer son fils Maurice d'après sa circonscription pour lui porter chance. Et ça tombe bien, il va être réélu en 1890, Néré Duplessis. Donc, c'est toute la filiation, l'idée que c'est une vie prédestinée au pouvoir. C'est l'idée aussi, comme dans l'histoire de la province de Québec, que au Québec, dans le fond, c'est les mêmes familles, les mêmes figures qui occupent toutes les meilleures positions dans la société. Et l'idée aussi qu'il y a une sorte d'hygiène naturelle du monde ou un ordre naturel qui s'impose, que les meilleurs aboutissent par la force des choses dans les positions d'autorité religieuse, politique, financière, etc. Donc, c'est exactement ce qui guide Maurice Duplessis. Il n'y a jamais de doute quant à sa réussite future, même dans les moments où, il est battu à l'élection de 1939, mais tout de suite, Duplessis prépare sa revanche, il se laisse pas abattre, il n'y a pas de remise en question de « j'ai fait mon temps, je vais aboutir, avocat de la Shawinigan Water and Power, puis compter mes billes, puis me compter chanceux ». Il y a jamais ce doute-là, cette résignation-là. Et donc, de la même façon qu'on retrouvait, chez Charles de Gaulle, une certaine idée de la France, on retrouve chez le Duplessis de Robert Rumilly une certaine idée du Québec, mais qui est une idée que Maurice Duplessis incarne une forme de nationalisme, mais aussi une forme d'ordre social, d'ordre national, qui justement favorise les meilleurs éléments et favorise le développement du Québec, développement matériel et spirituel. Qui, malheureusement pour Rumilly, va être de plus en plus remis en question à partir des années 40 et 50. Le syndicalisme beaucoup plus revendicateur, beaucoup plus militant et efficace dans les années 40. Les intellectuels qui sont ouvertement dénigrés par Duplessis, malgré que Duplessis était un grand lecteur, amateur d'art visuel. Et donc, il y a une cassure qui se fait entre, je dirais, l'image idyllique du Québec incarné chez Duplessis et la réalité qui vraiment dépasse l'entendement de l'Union nationale. Mais ce qu'on retrouve, je dirais, comme l'héritage que Robert Rumilly met de l'avant chez Duplessis, c'est sa défense de l'autonomie du Québec. C'est la pierre d'angle de son Duplessis?
Oui, absolument, absolument. Qui est très différente de celle qu'on va retrouver chez Conrad Black. Ben allons-y. Pouvez-vous nous présenter Conrad Black, qui n'est pas étranger à Rumilly? Les deux ont collaboré, se sont bien connus. Je crois que c'est par Rumilly que Black en arrive à étudier plus en détail Maurice Duplessis. Alors, oui. Qui est Conrad Black? Comment en arrive-t-il à étudier Maurice Duplessis et se passionner? Lui, c'est cet anglo-canadien pour un défenseur de l'autonomie provinciale comme Maurice Duplessis. Oui, c'est quand même assez particulier. Conrad Black, c'est intéressant, est né à Montréal. Il n'est pas né en Ontario, il est né à Montréal en 1944, donc dans les jours qui, en même temps, suivaient la libération de Paris en France. Donc, il est né dans une famille très cossue, issue de l'Ouest canadien. Son père, donc, était président de la Canadian Breweries, donc, qui était une compagnie d'embouteillage, donc boissons gazeuses, alcool. Et sa mère, Betty Riley, qui elle aussi venait d'une famille très riche, qui avait fait carrière dans l'immobilier, qui avait fait fortune dans l'immobilier, le domaine de l'assurance aussi. Et donc, Conrad Black vient au monde dans cette famille-là. Il va déménager dans les premières années de sa vie en banlieue de Toronto, dans une demeure absolument somptueuse. C'est vraiment digne des châteaux les plus les plus magnifiques qu'on peut imaginer. Et donc, il va grandir dans ce milieu-là, cossu, mais où il y a quand même peu d'enfants. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve vraiment refuge dans les livres et qui va se projeter tous ses désirs de vivre un destin lumineux à travers des figures comme justement le général de Gaulle, Winston Churchill, mais Abraham Lincoln aussi, et assez peu de figures du Canada ou du Québec, sauf peut-être Maurice Richard, parce que c'était quand même un amateur de hockey, Monsieur Black. Et donc, en allant au collège, c'est pas à l'école secondaire plutôt. Le Upper Canada, c'est un collège très prestigieux. Extrêmement prestigieux, c'est le Brébeuf de l'Ontario, là, si on veut. Et mais donc Black, lui, c'est pas du tout le bon garçon studieux qui était Robert Rumilly. C'est plutôt le contraire. C'est quelqu'un qui passe son temps à faire des mauvais coups, qui est en retrait de la vie sociale de son école et qui va même se faire renvoyer de son école secondaire pour avoir volé des copies d'examen, des corrigés d'examen, puis les avoir revendus à prix d'or. Donc, il y en a même par la suite, parce que M. Black va avoir des déboires avec la justice, hein, il est connu surtout pour ça aujourd'hui. Il y en a même des mauvaises langues qui vont dire « Ah ben oui, hein, il se pratiquait pour la suite. » Mais donc, nous, on n'oserait pas. Non, voilà. Et donc avec son dossier scolaire, disons, assez bigarré, il va y avoir de la difficulté à se faire accepter dans les universités de son choix. Il va couler sa première année de droit à Osgoode Hall, qui est la grande école de droit en Ontario. Mais donc, Conrad Black va aller vers le journalisme et va aboutir en histoire. Mais comme Rumilly, donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas seulement commenter l'histoire, mais aussi la faire. Et au milieu des années 60, Conrad Black est complètement séduit par le bouillonnement qui se produit au Québec durant la Révolution tranquille. Il va donc déménager à Knowlton, dans les cantons de l'Est, pour prendre le contrôle de petits journaux régionaux. Donc Knowlton, c'est particulièrement anglophone, hein? C'est très, très, très anglais. Anglais, Times New Roman, caractère 36, gros souligné. Pour ceux qui ne sont jamais allés. Et donc, Conrad Black déménage là et par ses éditoriaux qui dit il faut respecter la loi et l'ordre, ça n'a aucun sens, la contre-culture, les manifestations, on ne respecte pas les traditions au Québec, ça va trop loin. Et le gouvernement libéral de Jean Lesage dépense trop, il est extravagant. Et bon, il y a même un résumé que je fais, que je cite Conrad Black, le résumé qu'il fait du gouvernement de Jean Lesage, c'est assez déroutant. Mais donc... Quel est-il? Justement, disons que, je le cite de mémoire, il n'y a pas lieu ici de faire le résumé du gouvernement de Jean Lesage. Disons qu'il était plutôt réformiste, mais qu'il était particulièrement extravagant et surtout qu'il était très divisé sur beaucoup de questions publiquement. Wow! Donc, Conrad Black, donc,
va au Québec et finit par se rapprocher de l'Union nationale. Il va même écrire des discours pour Daniel Johnson. Il se rapproche aussi de Jean-Jacques Bertrand, donc qui était le député de Brome, donc de sa circonscription. Et donc Conrad Black s'intéresse à l'histoire du Québec. Et lui avait le point de vue de à peu près tous les anglophones qui vivaient hors du Québec sur Duplessis. Donc, Duplessis, c'était la version locale d'Hitler. Et donc, Daniel Johnson va lui faire comprendre, non, c'est pas du tout ça. Et même qu'au contraire, Duplessis avait beaucoup de traits pour plaire à M. Black. Et donc, Conrad Black va tomber en amour avec Duplessis, tant et si bien que lors d'un colloque en 1971 à Trois-Rivières, qui portait donc sur Duplessis, et tous les intellectuels, même Michel Brunet, etc., intellectuels nationalistes qui parlaient de Duplessis, n'en parlaient pas en bien, nommaient des reproches tout à fait avérés. Mais il y a une seule personne dans la salle qui s'est levée pour contredire, et c'était pas Conrad Black, c'était Robert Rumilly. Qui était là, donc preuve à la main, puis qui réfutait toutes les affirmations, et donc M. Rumilly, qui rédigeait sa biographie de Maurice Duplessis à ce moment-là. Et donc, Conrad Black va être tout surpris de voir, enfin, mon frère retrouvé. Et donc, il va retrouver M. Rumilly. Les deux vont se mettre à discuter et vont convenir ensemble, donc, de rendre un hommage à Maurice Duplessis. Et Conrad Black va faire donc une maîtrise à l'Université McGill sur la correspondance de Maurice Duplessis de 1927 à 1939. C'est 700 pages, son mémoire de maîtrise. Ah, quand même, hein? Oui. Qui vous le notez dans votre livre, qui a failli être refusé. Qui a failli être refusé pour la qualité du travail. Bon, il y a eu une querelle qui s'est ramassée avec des lettres dans les journaux, des lettres assez virulentes. Sur sa mémoire de maîtrise et sur cette situation-là à l'université. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et qui va ressortir au moment de la publication de la biographie de Conrad Black. Et donc, Conrad Black, qui était au Québec, va quitter le Québec en 1974, outré qu'un gouvernement du Québec ose affirmer haut et fort que dans un territoire, une nation où la vaste majorité de la population utilise le français dans la vie de tous les jours, que le gouvernement devrait communiquer avec ses citoyens en français. Il était absolument outré. La loi 22, vous voulez dire? Oui, voilà, la loi 22. Donc, il va quitter le Québec en claquant la porte puis en faisant des déclarations à la radio. Et donc, il va retourner vivre à Toronto et achever sa biographie de Duplessis. Donc, et voilà. Que retrouve-t-on dans cette biographie? Quels sont les passages où on voit Conrad Black à travers Maurice Duplessis? Ah oui, ils sont nombreux. D'abord, le Duplessis de Conrad Black est très similaire au Duplessis de Robert Rumilly. Donc, moi, ce que je fais dans mon livre, c'est tenter, en fait, de dégager les différences entre les deux. Parce qu'il y a énormément de passages où on se recoupe. Et en fait, une des... oui? Non, mais c'est que Rumilly a donné les archives qui étaient en sa possession à Conrad Black. C'est un peu ça, en fait, c'est que les entrevues qui ont servi donc de gens de l'époque, donc l'ancienne secrétaire de Duplessis, certains ministres, des monseigneurs, etc., ou des adversaires dans certains cas, les témoignages ont été recueillis en même temps par Black et Rumilly. Parce que Rumilly ne conduisait pas, c'était Conrad Black qui le conduisait dans sa somptueuse Cadillac Eldorado noire. Donc, ils ont quadrillé le Québec. Quel délicieux portrait, quand même. Hein? Oui. Ça devait être quand même intéressant de voir ces deux personnages-là se promener en automobile. Ils devaient avoir des conversations assez particulières. Mais donc, les témoignages, donc, on les retrouve... on retrouve les canons de l'histoire académique dans la biographie de Black, ce qu'on retrouve pas chez Rumilly. Mais Rumilly, donc, est une tradition d'historien plutôt d'avant-guerre où tout est intégré dans le corps du texte et donc on veut bien croire, on voit bien que l'auteur est renseigné, mais donc il ne cite pas les traces forcément. Ce que Black fait, mais donc, autant il cite ses sources, autant il y a une façon assez particulière d'interpréter ses sources.
Et donc, cette façon particulière, c'est de voir justement Duplessis comme étant un peu l'incarnation du meilleur type de chef politique à ses yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui est constamment dans le calcul, qui est constamment en train de prévoir ses coups, qui s'accommode très bien d'utiliser des gens à ses fins. C'est un peu difficile de voir quel est le projet de société derrière ça, autre que l'aboutissement, le succès professionnel de Duplessis. Donc, c'est quand même une pensée d'homme d'affaires. Là, hein? Oui, voilà. Son Duplessis est un homme d'affaires qui planifie le succès de son entreprise. Ben voilà, donc le succès de l'Union nationale va faire le succès du Québec. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui favorise le succès de Duplessis favorise le succès de l'Union nationale et donc du Québec. Et donc, c'est ce qui fait que Conrad Black va avoir des passages particulièrement discutable sur les fins du patronage de l'Union nationale, puis qui va citer même mot à mot la conclusion de Rumilly qui essayait de répondre à la commission Salvas, donc qui était créée dans les années 60 pour justement traîner dans la boue l'Union nationale puis montrer l'ampleur du patronage. Mais donc Black reprend les mots de Rumilly disant l'Union nationale a, je crois, seulement mal dépensé 2 ou 3 millions de dollars, ce qui n'est pas un montant exorbitant considérant les années au pouvoir où ils ont été, et surtout qui est beaucoup moindre compte tenu des 40 années où les libéraux étaient au pouvoir. Mais bon, c'est un peu simpliste comme raisonnement de dire il faisait aussi pire avant. Non, quand même, on souhaite qu'un gouvernement, surtout l'Union nationale, qui se disait prendre la défense des intérêts du Québec et qui défendait donc des états de fait qui consacraient l'état de minorité des Québécois dans l'économie, c'était inacceptable, d'autant plus qu'il y avait des organisateurs qui, menaçaient des bonnes sœurs, qui faisaient des travaux de construction, puis qui, après coup, venaient leur réclamer de l'argent alors que les bonnes sœurs n'avaient rien demandé. Donc, disons que c'est des interprétations un peu discutables, mais c'est vraiment ça. C'est Duplessis, homme d'affaires, Duplessis qui voit le Québec comme une entreprise à bien gérer et qui donc, demande aussi une plus grande soumission de la part des hommes d'affaires québécois parce qu'ils dépendaient plus politiquement de l'Union nationale. C'est assez extraordinaire comme conclusion. Puis sinon, vous avez abordé les différences qu'il y a avec Rumilly. Quelles sont-elles? Les grandes différences, étant donné que, les deux ont collaboré, mais est-ce qu'il y a eu une espèce de schisme entre les deux? Est-ce qu'ils se sont engueulés? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Alors, relation des deux et différence entre les deux Duplessis. Oui, voilà. Donc, il y a des différences quand même notables. La grande différence, je dirais que Robert Rumilly montre Maurice Duplessis comme un personnage admirable. Donc, un personnage admirable n'est pas au même niveau que le lecteur, il est supérieur au lecteur et c'est un idéal vers lequel on tend. Hein, c'est Duplessis Soleil et c'est le roi Soleil. C'est ce qu'on retrouve chez Rumilly. Chez Conrad Black, Duplessis, c'est, moi je l'appelle une adorable canaille, hein? C'est une espèce de bandit charmant, de voyou sympathique. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très rusé, mais qui est prêt à absolument tout pour arriver à ses fins. Et donc Conrad Black ne nie pas du tout les côtés plus controversés et même très noir de Maurice Duplessis, ce qui va faire que beaucoup de gens vont dire « vous voyez, il était vraiment aussi pire que ce qu'on croyait ». Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Mais non, au contraire, il était beaucoup plus sympathique ». Donc, chacun va tirer ses conclusions, mais Conrad Black, donc, ne va pas chercher à cacher ces côtés plus noirs-là, dont notamment une malformation génitale que Duplessis avait, qui va absolument scandaliser les membres plus âgés. Aussi, d'autres passages, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est ces côtés-là plus controversés, le fait que Duplessis même riait de certaines personnes du clergé, ce que Rumilly cherchait à démentir, donc les évêques mangent en ma main, pas pour Rumilly, mais pour Black, oui. On en arrive à au troisième Duplessis que vous avez étudié, celui de Denis Arcand.
celui qu'il a incarné, ou du moins qu'il a fait incarner dans sa série Duplessis. Alors, pour mettre la table, pouvez-vous... les Québécois sont familiers avec Denis Arcand, mais peut-être moins avec son parcours intellectuel et sa formation en histoire à l'Université de Montréal, qui est très, très, très important dans la compréhension de son Duplessis. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, Denis Arcand, qui est né en 1941 dans une superbe région, de mes régions préférées au Québec, à Deschambault, donc dans la région de Portneuf, famille de pilotes maritimes, donc sa mère était d'une famille de pilotes maritimes, son père aussi, donc il a grandi au bord du fleuve. Et donc, des gens cultivés, mais pas des intellectuels. Donc, Denis Arcand qui va déménager avec sa famille à Montréal au début des années 50, va suivre un cours classique au Collège Sainte-Marie. Et donc, va être lui aussi brillant élève. Certains de ses professeurs vont le trouver un peu dilettante, il paraît. Il va découvrir le cinéma, il va découvrir un accès à la culture, évidemment. Lorsqu'on vit à la campagne, c'est pas le même accès que lorsqu'on est à Québec ou à Montréal. Hein. Il y a des salles de spectacle, de cinéma, etc. Et donc, Denis Arcand va donc tomber en amour avec le cinéma sans penser forcément devenir cinéaste un jour. Et donc, au début des années, à la fin des années 50, s'inscrit à une licence, donc un baccalauréat, en lettres et histoire contemporaine, je crois que c'était ça le nom, à l'Université de Montréal. Et donc, il a une très grande chance parce qu'il va connaître les Guy Frégaud, Michel Brunet, etc. Maurice Séguin, voilà, non le moindre. Et donc, il va être très influencé par ces grands penseurs qui sont vraiment là des penseurs, moi, de calibre international. C'est mon avis, tout à fait. Et donc, va être très marqué, surtout par la pensée de Maurice Séguin, qui, comme Albert Memmi ou Frantz Fanon, a vraiment consacré sa carrière à réfléchir à la situation des peuples minoritaires, donc dans des grands ensembles qui les broient de toutes sortes de façons très pernicieuses, c'est une autre forme de barbarisme, la barbarie à visage humain apprend ce visage-là aussi. Et donc, Maurice Séguin, qui, je résume vraiment... Les normes, pour le dire, voilà. Ce que Maurice Séguin a appelé les normes et ce qui va se retrouver dans l'œuvre de Denis Arcand. Voilà, exactement. Donc, les normes de Maurice Séguin, que l'histoire, ce n'est pas une science morale, c'est pas une science où le bon droit, la justice, la compassion sont des facteurs qui influent sur les destinées des collectivités. C'est vraiment le nombre. Donc, la puissance, la taille des armées, la taille des populations, la taille des fortunes, la géographie aussi, hein, il faut inclure ça. La démographie aussi. Et la démographie, facteur absolument indispensable. Donc, histoire plus, on pourrait dire, structuraliste, plus matérialiste, influencée par une vision un peu plus marxiste de l'histoire, on peut dire, sans nécessairement avoir un projet de grand soir. Au contraire, hein, c'est les peuples les plus nombreux, les plus puissants qui gagnent. Les peuples moins nombreux, moins organisés, donc doivent négocier leur dépendance, doivent négocier leur infériorité. Et c'est donc la vision du monde qui, moi, à la lecture des normes, me rappelait tout à fait la lecture de Raymond Aron et de Paix et guerre, donc le grand classique, n'est-ce pas, en relations internationales. Et donc, une approche très réaliste. Réaliste, ouais. Voilà. Basée sur les rapports de force. Basé sur des rapports de force, voilà. Et que tous les pays, toutes les nations, en fait, je devrais dire, toutes les nations aspirent au maximum d'autonomie, au maximum d'épanouissement de pouvoir, donc sont tous et chacun dans une quête de puissance pour leur propre bien, mais qui donc doivent négocier avec d'autres puissances qui sont plus considérables que la leur et qui donc doivent ménager leurs intérêts, ménager leurs alliances. Et donc, c'est pour ça que moi, Maurice Séguin, c'est un penseur de calibre mondial. Et donc, Denis Arcand va être très marqué par ça et va appliquer cette vision-là à travers le cinéma, à travers des documentaires. Donc, c'est un documentariste. Lui, avec sa licence, Denis Arcand, au départ, lui, se voyait devenir
professeur au mieux là pour pas décevoir ses parents. Mais donc, il va se retrouver cinéaste à l'ONF. Et donc va faire la carrière qu'on lui connaît ensuite, mais va se faire connaître dans les années 60 et 70 comme un cinéaste engagé, un cinéaste marqué à gauche et souverainiste, nationaliste, etc. Et qui donc va se faire censurer un de ses films, On est au coton. Bien sûr. Donc sur les conditions des travailleurs dans les moulins de coton à travers le Québec, c'est des conditions absolument exécrables. Et ça, c'était à la fin des années 60. On n'ose pas s'imaginer ce que c'était à l'époque de la greffe d'asbestos. C'était vraiment lamentable. Mais donc, le propos de Denis Arcand, qui était donc de montrer les conditions des travailleurs et de montrer aussi que, contrairement à ce qui était en vogue à l'époque, de croire que la révolution prolétarienne était sur le point de se produire. Donc Denis Arcand, lui, avec ce regard très réaliste, très désenchanté, on peut dire, c'est pas un regard très romantique sur l'humanité. Oui. Mais c'est ce que l'écrivain Carl Bergeron a appelé un cynique chez les lyriques. Exactement, oui. Excellent ouvrage d'ailleurs. Et donc c'est ça, c'est un point de vue qu'on va qualifier de cynique. Moi je dirais plutôt c'est un regard qui est pas désenchanté peut-être. Désenchanté, qui a pas une vision romantique de la vie. Je peux peut-être parler un peu de la mère de Denis Arcand qui a quand même beaucoup affecté sa vision. Une femme très catholique. Femme très catholique, donc on pourrait dire plus catholique que le pape même. C'était donc une jeune femme qui voulait entrer chez les carmélites plus jeunes. Donc, les carmélites, ce sont des moniales qui sont cloîtrées, sont, c'est quoi le terme? Contemplatives. Oui, voilà. oui. Ce sont des contemplatives. Qui n'ont pas de relation avec les laïcs et avec le monde extérieur. Voilà, exactement. Elles sont cloîtrées. Et donc, voulait entrer chez les carmélites, mais pour une raison un peu obscure de maladie. Donc, elle a marié la création de Dieu plutôt que Dieu, en fin de compte. Et, mais donc, c'était une femme qui avait un regard assez particulier sur l'existence. Denis Arcand disait l'anecdote que s'il voulait aller souper avec une amie un samedi et puis qu'il demandait la permission à sa mère, au lieu de lui répondre normalement, lui répondait « Ah, on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous rappellera à lui. Donc, tu verras si tu es encore là samedi puis si ton ami est encore là, là, tu pourras y aller. » Ça place son homme assez vite dans la vie. Donc, il y a un peu, je crois, de ce côté-là, désenchanté qui se retrouve, et donc qui répond bien à la vision de Maurice Séguin. Alors, comment ça se retrouve dans le Duplessis de Denis Arcand? La mini-série, peut-être nous dire quelques mots sur la mini-série en tant que telle, puis nous dire comment son Maurice Duplessis est transparent de rapport de force et de cynisme. Oui, donc la série Duplessis est produite la même année où on installe la statue de Duplessis près de l'Assemblée nationale. Par René Lévesque. Par René Lévesque, donc décision fortement controversée. Je me demande même si ce sera pas François Legault qui inaugurera la statue de Jacques Parizeau un jour. Peut-être qu'on aura des débats similaires à suivre. Mais donc, la série de Duplessis, donc en 7 épisodes d'1 heure chacun, et qui s'inspire très fortement des biographies de Rumilly et de Conrad Black. C'est les mêmes visions qu'on retrouve plus ou moins. Mais donc, cette fois, la différence, le regard de Denis Arcand, c'est que on retrouve un Duplessis donc qui a pas un langage châtié, c'est quelqu'un qui sacre, c'est quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui fait des blagues. Qui boit beaucoup. Qui boit beaucoup d'alcool. Donc, c'est quelqu'un de très ordinaire, de quelqu'un de très humain, et donc dans lequel la plupart des gens, en tout cas dans les plus jeunes qui écoutaient la série à ce moment-là, ont pu se reconnaître et ont pu s'identifier à Maurice Duplessis. Donc, le Duplessis de Denis Arcand n'est pas dans l'ordre de l'admiration, il est dans l'ordre plutôt de pas de l'affectif nécessairement, mais il est plutôt dans l'ordre du quotidien. Du quotidien, exactement. Donc, il y a quelque chose de moins spectaculaire chez lui, mais qui est justement la clé de la grandeur du Duplessis de Denis Arcand, qui est qu'il trouve sa grandeur dans son impuissance, dans son incapacité à libérer le Québec
du joug du gouvernement fédéral, des capitalistes américains, de toutes les contraintes historiques, donc des structures héritées de siècles donc de survivance. C'est donc un Duplessis qui souffre énormément et qui porte sur ses épaules la charge la plus lourde du destin des Québécois. Ce qui fait que lorsqu'on écoute, c'est dans le 3e épisode. La retraite? La retraite. Ah oui, voilà, je voulais y venir, évidemment. Oui. Vous m'avez vu venir de loin, cette scène absolument magistrale où Maurice Duplessis parle avec Godbout, qui est alors premier ministre. Et puis là, l'histoire du Québec est résumée, la vision de Arcan est résumée, son Duplessis, c'est absolument magistral. Peut-être nous en dire quelques mots? Oui, c'est dans les meilleures scènes de la télévision québécoise, assurément. Donc, Maurice Duplessis qui explique à Adélard Godbout, il y a 2 partis, conservateurs et libéraux. Les conservateurs ont toujours détesté les Canadiens français et les libéraux sont toujours maintenus au pouvoir. Se sont toujours maintenus au pouvoir en allant chercher des grandes pointures de Canadiens français, donc Wilfrid Laurier, Ernest Lapointe, Louis Saint-Laurent, Pierre Trudeau, etc. Donc, et même le Trudeau Junior. Donc, c'est donc le destin du Québec de négocier sa dépendance avec le reste du Canada, tout en essayant d'affirmer ses intérêts, de défendre ses intérêts, ce qui est en fait le destin de tous les grands premiers ministres du Québec, tant que le Québec reste dans un cadre provincial, c'est donc de négocier la défense des intérêts nationaux du Québec avec une espèce de façon de tirer avantage d'un lien économique avec le reste du Canada. C'est ce qui s'est produit. Mais donc, Duplessis est conservateur un peu parce qu'il n'a pas le choix. Et par nécessité, ouais. Voilà, donc le progrès est pratiquement impossible au Québec. Donc, c'est le conservatisme qui est associé à une forme de survie. Donc, la survie, c'est pas la vie nécessairement, mais c'est pas la mort non plus. Donc, c'est faute de mieux. Donc, c'est que dans cette scène-là, le progrès est incarné par Godbout. Oui. Sauf que le progrès égale une soumission totale à Ottawa. Exactement. Donc, c'est ce que Maurice Lamontagne appelait l'intégration lucide à la Fédération canadienne. Donc, le progrès, oui, mais qui se réalise en ignorant complètement la nation, où il se produit en ignorant complètement la part humaine, donc qui doit elle aussi vivre avec ce progrès-là. Et donc, Duplessis essaie de donner aux gens la part de progrès, de permettre aux Québécois de dire c'est nous, c'est notre part de progrès, c'est nous qui réalisons des choses. Et donc c'est à travers le patronage, c'est à travers l'Union nationale que Maurice Duplessis donne le goût aux Québécois de réaliser des choses par eux-mêmes, ce qui va finir par le dépasser complètement, ce qui va finir par dépasser complètement les attentes de Duplessis et même la compréhension de l'Union nationale et des élites traditionnelles, ce qui va aboutir à la Révolution tranquille, parce que l'Union nationale était incapable de canaliser cette question-là de la défense des intérêts du Québec, un peu de la même façon que la question de défendre l'indépendance du Québec n'est plus seulement l'apanage du Parti québécois aujourd'hui. Il y a plusieurs partis qui donc ont offert des visions différentes. C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Et puis, je me projette à la fin de votre ouvrage. Vous concluez par une idée absolument géniale. Vous dites qu'un Québec, vous venez de parler d'indépendance, alors je saute sur l'occasion. Oui. Vous dites qu'un Québec qui aurait fait le deuil de l'indépendance, comme on pourrait peut-être le penser ces dernières années, n'aurait d'autre choix que de renouer ou du moins s'intéresser à la figure de Duplessis. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée qui me semble très, très, très intéressante? Eh bien, je crois que si les Québécois font un choix plus ou moins conscient de vraiment renier ce projet-là, eh bien, nous n'aurons plus le choix parce que notre avenir va ressembler de plus en plus à celui de l'Union nationale et de Maurice Duplessis et de ses successeurs, plutôt qu'à Jean Lesage, Jacques Parizeau, René Lévesque. Parce que les progrès vont être de plus en plus compliqués. Le Canada va chercher à étendre de plus en plus ses pouvoirs et on le voit, il y a un désintérêt
notable chez les Canadiens anglais, ne serait-ce que depuis l'accord de Charlottetown. Les Canadiens anglais n'ont jamais pardonné à Brian Mulroney d'avoir cherché à concilier le Québec. À concilier le Québec et même tous les autres qui étaient mécontentés, même plusieurs nations autochtones. Mais donc, le Canada n'est plus un pays choisi, c'est un pays subi. Et si le Québec, donc, choisit de subir le Canada encore longtemps, eh bien, il ne se retrouvera plus dans une position où il pourra aller de l'avant et poser des gestes. Il va retomber dans une position de revendication. Donc, ça va être du nationalisme verbal, ce que André Laurendeau reprochait à Maurice Duplessis. Là, vous avez une vision séguiniste de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dernière question que j'ai envie de vous poser. Bon, vous avez parlé du Duplessis, de Conrad Black, de Rumilly. Dans votre livre, vous abordez le Duplessis de Jacques Hébert, de Martin Lemay. Dernière question qui n'est évidemment pas simple et que je vous demande de répondre en quelques minutes. Quel est le Maurice Duplessis de Pierre Berthelot? Ah oui, ça c'est une excellente question. Je vais essayer de répondre en quelques minutes. Maurice Duplessis, pour moi, a été certainement un premier ministre extrêmement important, un acteur majeur de l'histoire du Québec, qui a posé des gestes capitaux et sans lesquels la Révolution tranquille aurait été impossible. C'est quelqu'un qui a aussi posé des gestes très controversés qu'il faut aussi souligner. Donc, moi, je suis tout à fait un partisan que certains ont qualifié de révisionniste. Moi, je suis plutôt de cette école de normaliser le passé, normaliser l'histoire du Québec, au lieu de faire justement la grande noirceur, l'époque de Duplessis, comme étant un épisode singulièrement négatif dans l'histoire de l'humanité. J'ai même un chapitre dans mon livre où je compare Maurice Duplessis à d'autres premiers ministres qui étaient ses contemporains des premiers ministres, donc de l'Ontario, Nouvelle-Écosse, des Prairies. Donc, pour vraiment resituer Duplessis dans un cadre de style de politique, de parti, de régime qui s'y apparentait. C'est un truisme, mais c'est un homme de son époque. C'est un homme de son époque, donc c'est un peu... oui, ça semble un peu simpliste de le résumer comme ça. Mais donc, moi, je suis partisan d'une normalisation. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut revenir à l'Union nationale pur jus. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Mais donc, de comprendre que, pour le meilleur ou pour le pire, c'est notre passé et que sans Maurice Duplessis, sans plusieurs des bonnes décisions qui ont été prises par l'Union nationale, le reste de la période qui nous fait rêver, la Révolution tranquille, qui est, et puis là je paraphrase Denis Arcand, un simple aperçu de ce que le Québec peut être, c'est ce que la Révolution tranquille a été, ça aurait été impossible sans Duplessis. Et puis, je me permets une vraie dernière question. Dans une conversation informelle qu'on a eue dans les derniers jours, vous m'avez parlé d'un projet de livre sur lequel vous travaillez ou vous aimeriez travailler, puis ce projet de livre-là n'est pas non plus désincarné de la figure de Maurice Duplessis. Peut-être nous en dire quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, qui n'est pas non plus désincarné de votre propre famille. Non, voilà. Donc, mon prochain projet de livre, que je vais essayer de sortir quand même assez rapidement, c'est sur un ministre de Duplessis, personnage intéressant, qui ne cadre pas du tout, disons, avec la vision assez stéréotypée qu'on a de l'époque. Donc, un homme issu d'une grande famille libérale. Son père était juge, comme Duplessis. Duplessis était conservateur, lui était libéral. Qui va faire la Première Guerre mondiale, va aller en Sibérie avec le corps expéditionnaire canadien. Oui, à Omsk, en Sibérie. Devient médecin, s'établit en Gaspésie. Devient vire capot, devient député de l'Union nationale après avoir été libéral et en 44 donc est nommé ministre de la chasse et des pêcheries et va le demeurer jusqu'en 1960. C'est mon arrière-grand-père, le docteur Camille Pouliot. Donc un personnage absolument fascinant, meilleur ami de Sasseville-Roy d'ailleurs, et qui aussi, je l'ai appris en lisant la très bonne biographie de Marie-André Lamontagne sur Anne Hébert, oui, bien sûr, avait engagé le père d'Anne Hébert comme secrétaire particulier, j'ai appris. Donc, mais député de l'Union nationale,
dont la première mesure proposée en 1936 est d'accorder le droit de vote aux femmes, un député de l'Union nationale quand même, d'une circonscription très rurale, Gaspé-Sud, oui. Et qui va voter pour l'instruction obligatoire aussi. Personnage vraiment intéressant. C'est vraiment quelqu'un que tous les Québécois méritent de connaître. Nous avons très hâte de le lire, puisque votre livre était exceptionnel. Pierre Berthelot, ce fut un immense plaisir de vous recevoir à la recherche du Québec. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Septentrion, « Duplessis est encore en vie », un livre épatant que j'enjoins tous nos auditeurs à lire si ce n'est pas déjà fait. Alors Pierre Berthelot, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça fut un plaisir, merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre et à partager notre page Facebook où vous pourrez trouver nos épisodes précédents. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode de À la recherche du Québec.